Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Colette et la guerre. Une étrange association qui paraît aussi incongrue que Colette et la politique. Écrit Bénédicte Vergès-Chaignon. Mais l'association Bénédicte Vergès-Chaignon et Colette paraît aussi incongrue. Parce que je vous connais surtout comme grande spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. C'est vous qui aviez rassemblé toute la documentation et travaillé avec Daniel Cordier. Vous avez vous-même publié un Jean Moulin. Vous avez publié un Pétain qui a été très remarqué. Et puis, vous êtes venu déjà au micro de RCJ au moment où vous avez publié Une juvénile fureur, Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan. C'était il y a 3 ans. Alors, ma première question, c'est non pas pourquoi la guerre, mais pourquoi Colette ? Alors, pourquoi Colette ? Eh bien, parce que comme toute personne qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale en France, j'avais vaguement lu ou entendu que Colette avait continué à publier pendant la guerre et qu'elle avait publié dans le journal de la milice ou dans La Gerbe, un hebdomadaire super hitlérophile, si je peux y dire les choses comme ça. Et tout ceci n'est pas faux. Et tout ceci n'est pas faux. J'avais entendu que des personnes étaient intervenues pour obtenir la libération de son mari Maurice d'un camp, parce que Maurice Goudequette était juif. Et par exemple, quand j'avais travaillé sur l'exposition Sacha Guitry, j'avais vu que Guitry se vantait d'être l'artisan de cette libération. Et il n'est pas le seul à s'en vanter, non, mais on y reviendra. On y reviendra. Et en fait, à la faveur du premier confinement, je me suis mise à lire les recueils d'articles de Colette, chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici alors que j'étais une grande lectrice de ses romans. Et je me suis rendu compte que le recueil de ma fenêtre était fait d'articles qui avaient paru dans le Petit Parisien en 40 et 41. Le Petit Parisien, un quotidien vraiment emblématique de la collaboration, dont beaucoup de rédacteurs ont fini soit dans les ruines de Berlin, soit devant un peloton d'exécution au fort de Montrouge. On ne peut pas s'empêcher non plus, parce que le confinement reste tellement présent dans la mémoire de chacun, de penser qu'il y a comme un écho entre nos confinements, et la façon dont Colette a passé la guerre à partir du moment où elle est remontée de l'Exode. Oui, elle a décidé de se confiner assez largement dans son appartement du Palais Royal. Il y a des lieux pires. Exactement. Et alors, confinée, je dirais volontairement, donc en partie. Et elle disait d'elle-même à ce moment-là qu'elle était confinée et occupée à la fois dans tous les sens du terme. Ce qui a été votre cas. Oui, absolument. Et c'est vrai que pendant surtout le premier confinement, je dirais, le travail a été un refuge. Et puis, dans les confinements suivants, ça a été une grande joie pour moi de pouvoir continuer à aller au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Voilà. Sous le prétexte de ce projet, je me faisais à moi-même les fameuses attestations pour m'autoriser à le travailler. Avant qu'on aille dans le cœur de votre livre, est-ce que vous pouvez nous tracer un peu disons, un tableau des lieux? Qu'est-ce que c'est que ce palais royal pendant la période de l'occupation? Même si je pense que beaucoup d'entre nous connaissent, emmener leurs enfants sauter sur les colonnes Buren, enfin connaissent un peu le palais royal. Oui, alors c'est une version beaucoup moins jolie du palais royal, celle des années 1940. Tous les bâtiments sont assez décatis. Toutes les façades sur la rue, par exemple, sont très noires, un peu bancales. Donc elle a, si j'ai bien compris, un appartement dont certaines fenêtres donnent sur la rue, oui, et d'autres sur les jardins. Voilà, sur le jardin. Elle est dans la petite dimension du rectangle qui fait face à ce qui est maintenant le Conseil constitutionnel.
Voilà. Et donc, elle a ses fenêtres de bureau et de chambre, enfin de salon, bureau et de chambre qui donnent sur le Palais Royal. Et c'est un appartement qu'elle adore. Et elle estime que l'enceinte du Palais Royal forme une sorte de hameau dans lequel elle se sent protégée. Et d'ailleurs, où elle est effectivement protégée. D'ailleurs, et Maurice Goudecquiec voilà, aussi. Oui. C'est une sorte de jardin public qui est surtout fréquenté à cette époque-là par les riverains, les gens qui travaillent à proximité, des habitués. Ce n'est pas tellement un lieu touristique, ce qui explique aussi que les Allemands n'y sont pas très présents. Alors, on va maintenant entrer dans le cœur du sujet, qui est la guerre. Alors la guerre, on oublie parfois qu'elle commence en 1939, même s'il ne se passe pas grand-chose. Donc où elle est en 1939 ? Alors, lorsque la guerre est déclarée, elle est à Dieppe en vacances et elle se dépêche de rentrer à Paris car, forte de son expérience de la Première Guerre mondiale, elle estime qu'on ne peut pas passer des guerres autre part qu'à Autre Paris. part qu'à Paris. Elle a quel âge à l'époque ? Elle est née en 1873. Donc, elle a 67 ans. Et elle est dans une santé pas top, quoi. Elle commence à vraiment souffrir à la fois d'arthrite et d'arthrose, ce qui gêne beaucoup ses mouvements et ses déplacements. Donc elle rentre à Paris. Et puis la première année de guerre, la première année, les pendant premiers mois, la drôle de guerre, elle continue à travailler, donc écriture de romans et nouvelles, et parallèlement, elle tient chronique dans Paris Soir, de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Et puis, elle est appelée à venir faire des chroniques à destination des États-Unis, qui sont alors neutres, sur Radio Mondiale, voilà, pour assurer la propagande de la France et des Alliés. Court un peu comme un fil dans votre livre le fait que Colette affirme toujours avoir besoin de gagner sa vie. Elle est à ce point, elle n'a pas disons, de réserve suffisante. Il faut vraiment qu'elle produise, qu'elle publie dans la presse ou qu'elle aille à la radio pour pouvoir vivre. Oui, tout à fait. Elle n'a pas d'économie qui ferait d'elle une rentière. Ça fait très longtemps qu'elle vit du revenu de son travail et la partie la plus régulière de ses revenus, ce sont ses participations à la presse quotidienne ou dans les revues, ce qui explique qu'il y ait au fond beaucoup d'articles signés de Colette qui sont repris en général dans des recueils au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment très important pour elle et je pense que ça fait partie de la conquête de l'indépendance qu'elle a dû entamer après sa séparation avec son premier mari. Voilà. D'accord. Et alors, au moment où les Allemands sont aux portes de Paris, elle part. Elle part, mais vraiment à la dernière minute. Donc, son mari l'avait convaincue les derniers jours de s'installer dans sa maison de campagne, un petit peu à l'ouest de Versailles. Et en fait, ils vont quitter la Seine-et-Oise, maintenant ce sont les Yvelines, le 13 juin 1940, sachant que les Allemands sont entrés à Versailles et à Paris le 14. Et direction la Corrèze. La Corrèze, où sa fille, Colette de Jouvenel, est installée... Vous donnez une photo d'elle, elle était excessivement belle, d'après la photo, très belle. Voilà, tout à fait, qui est alors une jeune femme, et elle est installée dans les ruines de deux châteaux prêtés par un de ses frères. Curmonde, c'est vraiment... il se trouve que je connais le lieu, voilà. Et le château a été restauré maintenant. Et Curmonde, c'est vraiment un trou, quoi. C'est c'est le bout de la Corrèze. Voilà, la Corrèze qui est déjà la Corrèze. Mais Colette avait promis à sa fille que si elle quittait Paris, ce serait vers elle qu'elle se tournerait. Donc la voici en Corrèze en juin 1940,
alors donc mal installée matériellement, voilà, et surtout bien coupée du monde, c'est-à-dire sans journaux, sans radio, sans courrier, ce qui lui fait dire que nous aurions pu être vainqueurs, nous ne l'aurions même pas su. Bon, la question ne se pose pas puisque, effectivement, pendant ce temps-là, la défaite française est consommée et le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir. Alors, qu'on remonte-t-elle à Paris dans son appartement du Palais Royal ? Alors, elle n'a de cesse de remonter à Paris, toujours avec cette idée qu'elle va devoir gagner sa vie, et aussi parce qu'elle se fait du souci sur l'état de son appartement. Est-ce qu'il n'a pas été abîmé? Est-ce que personne ne s'est installé dans son appartement? Et je dois dire, nous avons tendance à l'oublier, mais à l'été 1940, tout le monde pense que la situation d'armistice est transitoire et que le gouvernement, puis tous les journaux, enfin toutes les entreprises vont se réinstaller à court terme à Paris. Donc elle ne fait en quelque sorte qu'anticiper ce qu'elle pense être le mouvement naturel des événements. Mais donc elle fait étape à Lyon, et là je dirais elle fait sa Colette, c'est-à-dire qu'elle fait jouer toutes ses relations, elle fait jouer sa renommée pour obtenir des facilités pour traverser la toute nouvelle ligne de démarcation. Or, ce n'est pas sans peine parce que son mari est juif et que normalement, Les Juifs n'ont pas le droit de remonter. Voilà, il n'est pas autorisé à revenir en zone occupée. Alors, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, surtout les plus jeunes, nous dire un peu que représente Colette dans le paysage français, disons, en 40? Alors, c'est un grand écrivain avec les majuscules et les guillemets français d'une époque qui en est très riche. C'est sans doute la seule femme qui a ce statut en France à cette époque-là. En même temps, elle est une vedette, nous on dirait un people, c'est quelqu'un qui est très présent dans la presse et qui d'ailleurs recourt elle-même très volontiers à la publicité. Elle est très médiatique, dirait-on Voilà, aujourd'hui. Elle est sollicitée un peu pour tout et pour rien. C'est une romancière, c'est aussi une femme de théâtre parce qu'elle a écrit des pièces. Et parce qu'elle a été elle-même actrice. Et parce qu'elle a été elle-même actrice après avoir été danseuse, mime, y compris nue. Voilà. Un peu scandaleuse, quoi. Exactement. Elle est l'auteur de nombreux romans, dont les fameux Claudine, mais de nombreux romans à succès. Elle est d'ailleurs, je dirais, éditée par un éditeur, Ferenczi, qui est un éditeur populaire. Et elle est, comment dirais-je, elle est reconnue dans la rue, par exemple. On lui demande des autographes. Voilà. Qu'elle monnaiera d'ailleurs pendant la guerre, enfin, oui, les dédicaces de ses livres. Pour obtenir soit du savon. Voilà. Et alors, je pose un peu des questions naïves, parce que je vous ai lu, bien évidemment. Vous la situeriez comment sur l'échiquier politique ? Alors, elle refuserait absolument d'être située sur l'échiquier politique, puisqu'elle ne cesse de dire que non seulement elle n'est pas faite pour la politique, mais elle n'est pas assez intelligente, et en plus ça lui fait peur. Voilà. Comment je la situerais ? Alors, elle est très patriote, et au fond, elle s'identifie en un sorte à cette Troisième République qui est presque sa contemporaine. Parce qu'elle a quand même une soif de reconnaissance et d'honneur, à preuve le mal qu'elle se donne pour monter dans les grades de la Légion d'honneur. Voilà. Et c'est une femme qui s'engage très très rarement en signant des pétitions ou en prenant des positions publiques. Et paradoxalement, le seul qui est arrivé à lui faire signer une pétition, c'est Aragon, qui est un admirateur éperdu. Oui, et qui la soutiendra. Voilà. Et sans vouloir déflorer votre Colette en guerre,
Aragon qui a bien épuré quand même, hein, disons, dans le milieu des lettres, avec beaucoup d'enthousiasme, va être très protecteur Oui, aussi tout à fait. de Colette. C'est une exception majeure dans les entreprises épuratoires Alors, d'Aragon. Bénédicte Vergès-Chaignon, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être aller jusqu'en décembre 41, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor. J'ai une idée derrière la tête en Oui. donnant cette date. Qu'est-ce qui se passe donc dans ces premiers temps de guerre avec Colette, pour Colette? Alors, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Elle veut gagner sa croûte, comme elle dit. Donc, elle cherche à quel journal collaborer sans mauvais jeu de mots. Et elle arrête son C'est d'ailleurs choix. très frappant la façon dont elle parle de l'écriture. C'est pas une question d'inspiration, elle se met au travail, c'est un travail, c'est comme n'importe quel travail. Oui. Elle considère ça comme un métier, comme un travail. C'est un métier, le vieux métier d'un vieil écrivain. Voilà. Effectivement. Et donc, son choix s'arrête sur Le Petit Parisien, probablement parce que en septembre 1940, elle pense que c'est plus ou moins le même Petit Parisien que celui qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et elle va y trouver paradoxalement un espace de liberté parce qu'elle est dans la page féminine et qu'elle est une femme s'adressant en principe à des femmes. Alors, cette liberté, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, du point de vue du contenu de ce qu'elle écrit? Alors, le contenu est soit complètement apolitique. Donnez-nous des exemples. Eh bien, elle évoquera par exemple les animaux ou sa mère, ce sont ses Oui, parce qu'elle standards. vit aussi avec quelques chats. Alors non plus à cette époque-là, il n'y a elle plus n'a de chats, plus pardon. d'animaux. Elle n'a plus Elle d'animaux. n'a plus d'animaux. Et parfois, sur les mêmes sujets, le contenu devient politique, en sourdine, parce que, par exemple, elle va parler des restrictions en utilisant le mot famine, elle va vanter plus ou moins le marché noir. Absolument. Elle va se plaindre des nuits qui n'en finissent pas, comprendre parce que la France occupée est à l'heure de Berlin, l'heure allemande. Et elle va souligner la détresse, la solitude des femmes de prisonniers, par exemple. Donc, en filigrane, vous lisez cette constance de son patriotisme, en fait. En tout cas, je lis en filigrane qu'elle est bien consciente que l'occupation atteint d'abord les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est-à-dire, alors dans un ordre non hiérarchique, les animaux, les enfants, les femmes seules, les femmes en général. Et puis, elle aime bien garder sa liberté de penser, d'où, dans les colonnes du Petit Parisien, un éloge de Jean Cocteau au moment où il est pris à partie, non seulement par article interposé, mais physiquement, par divers collaborationnistes. Alors, ça, c'est le paysage dans lequel elle vit. Bon, vous le décrivez un peu au jour le jour, les problèmes de ravitaillement, ces rares sorties qui sont facilitées par l'endroit où elle habite. Oui, mais... et ce mari qui est juif. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Maurice Goudequier quand il réussit par piston à remonter à Paris, à se réinstaller avec sa femme légitime, avec Colette? Eh bien, plusieurs problèmes se posent, à commencer par le fait que les activités professionnelles qu'il pourrait exercer lui sont interdites. C'est-à-dire, précisez. Alors, il était journaliste jusqu'en 1940, donc ça, il n'en est plus question. Oui, le statut des Juifs de Vichy l'interdit. Tout à fait. Par ailleurs, il veut se lancer du coup dans le commerce des livres d'occasion et la bibliophilie. Mais par exemple, il n'a pas droit d'accéder aux salles d'enchères, aux ventes publiques. Bref,
il va le faire un peu quand même. Oui, hein, tout à fait, il mais va se en ayant débrouiller. un Voilà. associé, Voilà. qui est la couverture de cela. Et puis, par exemple, quand Colette va vouloir vendre sa maison de campagne, eh bien, il va falloir qu'elle prouve que c'est son bien à elle et pas un Celui bien de Maurice son mari. Goudecquier, ouais. Ses comptes en banque à elle vont être bloqués un Oui, parce que moment. aussi, les auditeurs n'ont peut-être pas conscience de ce qu'était le statut de la femme. Oui, Enfin, jusqu'aux années, aux années 1960, 1960. absolument, où la femme n'était autorisée, par exemple, à ouvrir un compte en banque qu'avec la permission de son mari, et où elle était, en quelque sorte, elle restait dans le mariage une sorte de mineure. Effectivement. Donc à chaque fois, Colette va devoir prouver que ce sont ses revenus, que c'est son argent et qu'elle peut en Et là, en son disposer. entre-gens d'écrivaine avec un grand lui sert énormément. Oui, alors Et puis elle n'hésite pas non plus. elle n'hésite pas voilà. à jouer sur tous les tableaux, effectivement, amusement, apitoiement, charme, voilà, auprès des autorités françaises. Il faut dire qu'elle a un grand passé par rapport à ça, puisque pour aller aux États-Unis, elle s'était fait faire une photo pour son passeport où elle posait sous son meilleur angle de 3/4 avec son chat sur les genoux. hein. Voilà. Alors nous qui Ce qui est un maintenant exploit. voilà, faisons des têtes sinistres sur nos photos d'identité sans avoir droit à aucune fantaisie, ça nous laisse songeurs. Alors, Maurice répond à l'ordonnance allemande Oui, qui exige qu'il aille le se faire recensement recenser au en commissariat. septembre 40, il se fait recenser en octobre 40. Absolument. Donc, il est dans les fameux fichiers qu'on ne va pas décrire Oui, ici. et alors, je n'ai pas précisé que Maurice Goudecquier n'est pas français à l'origine. Oui, Il est vous le précisez hollandais. dans votre- Voilà. Donc il est naturalisé voilà, en plus. il a été réintégré dans Voilà. la nationalité française dans les Et il n'a pas années- fait la guerre de Alors, si, il a fait la 14-18 guerre... comme français. Non, pas comme français, voilà, Voilà. tout à fait, dans la Légion étrangère. Et comme tellement de Français et de Français juifs, Colette pense que ce statut d'ancien combattant, Va le protéger. oui, a tort. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le 12 décembre 1941, à l'occasion de ce que nous appelons la rafle des notables, qui est assez connue, eh bien Maurice Goudecquier est arrêté dans leur appartement au petit matin. Rappelons quand même très rapidement que ce sont des arrestations à domicile. Oui, par Pas- des Allemands. Pas une rafle Oui, proprement parler, tout à à fait. domicile, par les Allemands Non. tout seuls. Oui, Et que ceux qui sont arrêtés sont, alors notables, c'est un peu exagéré, il y a beaucoup de dentistes. voilà, des gens qui mais, ont des ce sont- professions voilà. libérales, Et qui c'est sont bien un connu peu parce connus. que parmi eux, il y avait le grand-père d'Anne Sinclair. Oui, il y avait Et René puis, Blum, le René frère Blum, de le Léon frère, Blum. Et puis, quelqu'un qui a joué un grand rôle au Centre de documentation juive contemporaine au Mémorial, qui était Georges Wellers. Oui, Et ils sont donc conduits, ils sont rassemblés à... alors ils sont rassemblés d'abord à l'école militaire et puis conduits immédiatement au camp de Compiègne, qui est alors un camp allemand. Oui, un front stalag, comme on Voilà, disait. Ouais. où sont enfermés des communistes, pour une part, aussi, par exemple, des prisonniers de guerre britanniques, Des Russes, voilà, depuis le Juin Barbarossa, depuis juin 1941. 41. Et ces juifs parisiens arrêtés le 12 décembre sont parqués dans un espace... Rejoint d'ailleurs par un peu plus de 300 oui, juifs émigrés venus de Drancy pour faire le 1000. nombre. hein, 1000, c'est-à-dire pour faire 1000. un convoi putatif. Voilà. Et donc, c'est un camp à part qui n'a même pas été aménagé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'électricité ou il n'y a pas de chalit, il n'y a pas de paillasse, voilà, dans les premiers temps. Et c'est un camp de représailles parce que ce sont des arrestations qui ont été décidées en représailles d'attentats contre des militaires allemands. Alors, je voudrais quand même citer quelqu'un, parce que Maurice Goudecquier me fait beaucoup penser à lui,
qui est aussi interné dans ce camp, qui est Jean-Jacques Bernard, Oui, qui a écrit ce témoignage Compiègne, le camp de la Morlante. Et s'il me fait penser à Goudequec ou vice-versa, c'est que ce sont les mêmes juifs, c'est-à-dire des juifs qui ne se sentent absolument pas juifs. oui, oui. Des juifs qui avaient oublié qu'ils étaient juifs jusqu'en 1940. Et qui continueront d'ailleurs à l'oublier, puisque Jean-Jacques Bernard est converti au catholicisme et que... Maurice Goudequec va être tenté, Il ne Et- se... ouais. mais ne se convertira pas par indifférence Hmm. religieuse. Et alors, j'ai été bizarrement la première à penser à aller voir les petites lettres que Maurice Goudequec avait réussi à faire parvenir à Colette, justement par l'intermédiaire d'internés communistes du camp de Compiègne. Et Elles sont où ces lettres? Elles C'est une sont- curiosité d'historienne. voilà, alors elles sont tout simplement au manuscrit à la bibliothèque Dans le fond nationale, Colette. dans le fond Colette. D'accord. Voilà. Et ça ne surprendra personne si je dis que ce sont des lettres qui mélangent des propos qui se veulent rassurants, oui, je m'en sors, tout va bien, etc., avec des suppliques pour qu'elle intervienne pour le faire libérer, et qu'elle lui envoie des colis de nourriture avec, dit-il, du gros. Voilà. Parce que ça a été vraiment un camp de famine. Absolument. Ils sont très mal nourris. Il fait très froid. Oui. Or, Eux, ils sont arrêtés en décembre. oui, oui, il n'y a aucun... Enfin, ils n'avaient aucun bagage sérieux avec eux. Et donc, ce sont des conditions, effectivement, matériellement très difficiles. Ils sont au secret et mais alors, la plus totale incertitude de leur sort. Alors, vous décrivez très bien Colette, malade de cette solitude, de ne pas avoir son mari auprès d'elle, et, disons, tirant toutes les sonnettes Oui. possibles. Alors, à la fois Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de le faire malade libérer? d'inquiétude et se démenant, enfin, il n'y a pas d'amis ou de connaissances qu'elle ne soit prête à Alors, solliciter. qui va-t-elle voir? Alors, d'abord, des amis artistes ou des amis d'amis ou des gens dont elle pense qu'ils sont en bon rapport avec les Allemands. Donc, par exemple, elle va solliciter la femme de Paul Morand, qui est réputée à juste titre pour sa germanophilie. Elle va solliciter Sacha Guitry, elle va solliciter le peintre du Noyer de Segonzac. Enfin, voilà, la liste est très longue. Et finalement, ce sera probablement, parce que j'ai enquêté difficilement sur ce sujet, mais c'est probablement Susanna Betz, la femme de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, qui, grande admiratrice de Colette, va être l'élément déclencheur de la libération de Maurice Deux mots Goudequec. rapides Oui. sur Otto Abetz. Deux mots pour qu'on comprenne... parce que d'un côté, Suzanne est une grande admiratrice de Colette, mais Otto Abetz, c'est quand même une personnalité un peu à part. Oui, tout à fait. Et il a la particularité d'être un ami de longue date d'un des beaux-fils de Colette, Bertrand de Jouvenel, qui a été son amant aussi voilà, au sortir de son adolescence. Et qui est lié, bien évidemment, à Colette de Jouvenel, à sa Oui, fille. Tout à fait, c'est sa C'est demi-sœur. c'est un peu compliqué, les C'est un liens peu- de Colette voilà. avec les Jouvenel. Voilà, mais en tout cas, on peut penser que lui est intervenu ou a fait cette suggestion de s'adresser à Susanna Betz. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout l'ambassade ou les services de la propagande qui décident des internements à Compiègne, c'est le commandant du Grand Paris. Donc c'est lui qu'il va falloir circonvenir et convaincre pour obtenir finalement, en février 1942, la libération de Maurice Goudequec. Il n'est pas le seul à avoir été libéré. Non. Tristan Bernard l'a aussi été. Je ne sais pas si quelqu'un... Jean-Jacques
Jean-Jacques Bernard, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, donc il est libéré. On peut dire quand même que pour Colette, juif, ça n'existe pas en fait pour elle, ou très peu. Oui, elle est vraiment dans le déni. Et en même temps, elle est en train de se rendre compte que la situation est très périlleuse. Et elle va vivre à partir de ce moment-là dans une grande anxiété à l'idée d'une nouvelle arrestation de Goudequette. Alors, où est Goudequette jusqu'à la libération ? Alors, dans un premier temps, il reste au Palais Royal et il va même retirer en juin 1942 sa fameuse étoile jaune pour la porter. Et dans les jours qui suivent, retournement de situation, sans doute le couple se rend-il compte que c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable et il passe clandestinement en zone libre et s'installe sur la Côte d'Azur chez des amis jusqu'à l'invasion de la zone libre en novembre 1942. Et là, il choisit de revenir à Paris auprès de sa femme et jusqu'à la libération, il va vivre une vie comme ça, semi-clandestine, en découchant tous les soirs, comme si ça suffisait à le protéger. Et en fait, ça nous ramène un peu au début de notre entretien. Le Palais Royal, c'est vraiment un lieu de protection. Oui, tout à fait. Même si vous racontez cet épisode très tragique, qui a lieu me semble-t-il, dans la même cage d'escalier que Colette. À l'étage au-dessus. Oui. Voilà, qui habite à l'étage au-dessus de Colette ? Alors, à l'étage au-dessus vit une famille dont la mère est Suzanne Spaak, une jeune femme de la haute société belge qui s'est lancée plus spécifiquement dans l'aide aux enfants juifs, au fond pour les exfiltrer et les cacher. Et dans une certaine mesure, Colette est au courant de ses activités puisqu'elle lui a donné de l'argent pour l'aider et elle lui a recommandé des amis fortunés pour l'aider aussi. Ce que Colette ignore bien sûr, c'est que le mari de Suzanne Spaak va être compromis par le célèbre Léopold Trépère de l'Orchestre Rouge. Ce qui est curieux, c'est que cette famille est très liée à la fois la main-d'œuvre immigrée, à la MOI, et au réseau soviétique. Absolument, tout à fait, parce qu'ils avaient cette fibre sociale avant la guerre qui les avait amenés à Bruxelles, qui était un peu une plaque tournante pour l'internationale communiste. Oui, c'est là que Genfried va être assassiné par la Gestapo, qui a été l'envoyé de Comintern auprès de Maurice Thorez. Du Parti communiste français. Et donc, à la suite de ça, Suzanne Spaak est repérée, elle est arrêtée et une perquisition va avoir lieu au-dessus de chez Colette, qui se croyait donc bien à l'abri au Palais Royal, grâce ne serait-ce qu'à la solidarité de ses voisins et de ses voisines qui se relaient pour héberger Goudequette. Alors on la voit essayer de monnayer au marché noir de quoi manger contre des livres dédicacés, mais elle continue aussi à écrire et même à publier un recueil. Alors oui, tout à fait, elle continue à publier, alors là aussi non sans s'être posé des questions, puisque certains de ses éditeurs, Kalman Levy et Ferenczi, sont arianisés, comme on disait à l'époque pour dire dépouillés et spoliés. Moi, j'appelle ça la langue nazie, pour aller vite. Et donc, ce qui ne l'empêche pas de godiller, c'est-à-dire à la fois, elle publie dans des maisons arianisées au milieu d'un catalogue assez compromettant, mais je dirais des recueils voilà. Et même, alors elle refait à ce moment-là l'édition complète de ses plaisirs, 3 petits points, c'est-à-dire le pur et l'impur, qui est consacré à la sexualité féminine et à l'homosexualité. Qui n'est pas
forcément prisée Non, par autant la pour la Révolution nationale exactement. et par les nazis. Voilà. En même temps, elle va arriver à se dégager de ses contrats avec la maison Ferenczi arianisée et s'efforcer, au fond, de travailler plutôt avec Fayard ou des gens comme ça. Allez, c'est moi qui n'ai pas été à mon portable. Mais on va continuer sans s'en occuper, ça va s'arrêter. Voilà. Et arrive la libération, et c'est pour Colette à la fois un moment de gloire, en fait, c'est ça qui est curieux, et d'absolution d'avoir publié dans toutes ces publications collaborationnistes. Alors, est-ce que vous nous expliquez ce qui se passe ? Alors, d'abord, tout le monde revendique de l'avoir sauvé. Alors, tout le monde revendique d'avoir sauvé Maurice. Surtout ceux qui ont eu des... Voilà. Surtout ceux qui sont en délicatesse. Voilà, c'est le moment où chacun compte les Juifs qu'il a aidés, dirais-je. Et donc, effectivement, Sacha Guitry, Robert Brasillac, pour ne parler que des plus célèbres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Parce qu'il y a cette lettre où tout le monde lui demande qu'on écrive. Oui. Bon, Sacha Guitry va s'en tirer. Robert Brasillac, comme chacun sait, ne s'en tirera pas. Alors, elle va accepter de signer la demande de grâce de Brasillac, mais en même temps, elle dira que, tout ce qu'il a écrit dans Je suis partout, qui était un journal qui s'en prenait aux Juifs, c'est le contraire de ce qu'il aurait dû faire, et qu'il n'est pas excusé par son talent littéraire qui n'est pas si grand. Voilà. Et, donc elle le soutient comme la corde soutient le pendu, à peu près. Et en même temps... pour Sacha Guitry... Alors, pour Sacha Guitry... dont les péchés étaient moins grands que ceux de Brasillac. Les péchés sont plus véniels, mais peut-être plus bruyants. Eh bien, comment dirais-je ? Elle va poliment s'en désintéresser. Il faut dire... il ne faut pas croire qu'ils étaient très amis. Hein. C'est juste qu'ils se côtoyaient depuis très longtemps. Sacha Guitry avait tenté de manœuvrer Colette pendant la guerre en la faisant entrer à l'Académie Goncourt, qui était au plus mal, voilà, pendant cette période. Et voilà, elle s'était dégagée en douceur, comme elle le faisait souvent, parce qu'elle était habile et rusée, et qu'on n'apprenait pas à une dame de 70 ans comment gérer sa publicité et son image publique. Et lui la traitera d'ingrate, et il lui en voudra beaucoup pendant longtemps. D'autant que, qu'est-ce qui se passe à l'Académie Goncourt, qui est régulièrement sous les feux de l'actualité politique ? Exactement. Alors, en fait, l'Académie s'est déchirée entre 40 et 44, entre les maréchalistes, les pro-allemands, les attentistes, ceux qui étaient partis à l'étranger. Et sur les 10... à la Libération, il ne reste pas beaucoup de monde en arrivant au port, qui soit présentable. Et l'Académie, bien pour redorer son blason, élit Colette en 1945. Pourquoi elle ? Non seulement parce qu'elle est effectivement un écrivain d'immense talent et une femme, mais aussi parce qu'elle a vraiment le vent en poupe depuis la Libération de 1944. Alors, comment vous expliquez que Colette, dans cette période dont certains, je ne sais pas si vous en êtes, parlent de résistentialisme, on célèbre quand même les résistants, comment vous expliquez que Colette, qui, après je vous demanderai de donner une appréciation générale, mais en tout cas, si elle ne s'est pas compromise, n'a pas non plus été une grande résistante. Oui, alors, en même temps, Annette, on va peut-être pas demander à une dame de 70 ans de manier la mitraillette Stern. Il y a d'autres façons de résister aussi. Voilà. Et
Elle a pas publié aux éditions de Minuit clandestine. Non, Elle a pas. mais je ne pense pas qu'on l'ait Voilà. sollicité Ouais, pour le coup. ouais. Alors, comment j'explique? Eh bien, d'abord, sa notoriété et l'amour que lui portent les anglo-saxons ne s'est pas démenti pendant les années de guerre. Et au fond, la presse anglo-saxonne, les personnalités, les artistes qui passent à Paris se précipitent au Palais Royal, tous pour voir Colette, pour lui demander des articles, pour faire des photos d'elle. Et avec elle, je suppose. Exactement. Alors, il n'y a pas de selfie à l'époque. Ouais. Voilà. Et elle est invitée régulièrement à l'ambassade britannique à Paris, qui est le top. C'est vraiment l'endroit qui donne le là de la vie mondaine à Paris en 44-45. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est invitée, le 8 mai 1945, pour célébrer la capitulation allemande. Et en même temps, elle est tout à fait ménagée, voire plus, par la presse communiste, voilà, sur les instances d'Aragon, qui lui aussi donne le ton. Qui est vraiment finalement la grande figure dominante du monde littéraire. Voilà, le premier Goncourt d'après-guerre est donné à Elsa Triolet, sa compagne. Et effectivement, lui ne cesse non seulement de soutenir, mais de promouvoir Colette et son œuvre, lui réclamant de nouveaux romans. Et en fait, oui, il la protège et il la promeut aussi. Et au fond, chacun veut repérer dans les écrits de guerre de Colette ces petites traces de patriotisme, de rébellion, etc. En même temps, je dois dire que elle n'en rajoute pas, c'est-à-dire elle ne fait pas semblant d'avoir été une grande résistante. Elle dit « je ne parlerai que de ce que j'ai vu au Palais Royal, de ce que mes amis m'ont dit, C'est d'ailleurs etc. » le titre du recueil par lequel vous avez commencé votre recherche. Oui, Paris de ma fenêtre. Voilà, Paris de ma fenêtre, c'est-à-dire en même temps un paysage assez étroit. C'est vraiment un tout petit Paris, quoi. Oui, un paysage étroit et en même temps, avec le talent de Colette, de faire de rien des pages magnifiques à lire. Alors, on va dire quelques mots de Maurice Goudekerk. Un souvenir d'enfance, quand il a publié ses mémoires, il y a eu un livre, oui. Voilà, il y a fort longtemps. Un peu après la mort de Colette, elle est morte en 1954. Voilà, donc, un peu après. Bon, ce livre, mes parents l'avaient acquis et je me souviens que il ne trouvait pas très sympathique la figure de Maurice Goudekerk. C'est le souvenir. Alors peut-être parce que c'était un juif sur les franges de la conversion au catholicisme, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort de Colette ? En fait, beaucoup d'amis de Colette ont été très choqués parce que Maurice Goudekerk a été son héritier aux dépens de sa fille Colette de Jouvenel. Et c'est vrai qu'il a monnayé ardemment l'œuvre, les manuscrits de Colette. Donc, c'est vrai que ça n'a pas donné une figure sympathique de ce personnage. Néanmoins, du point de vue de Colette, elle l'aimait beaucoup, elle le trouvait un très bon compagnon, et c'est vrai qu'il était dévoué et très présent. Et donc, au fond, elle, au moins, avait apprécié son mariage, et je pense que si elle l'a tellement favorisé dans ses dispositions testamentaires, qui datent de 1945, c'est parce qu'elle avait tellement eu peur de le perdre à partir de la fin de 1941. Et peut-être qu'elle avait aussi confiance en lui pour faire connaître son œuvre, enfin pour continuer ce qui... Probablement. D'ailleurs, c'est vrai que
il a mis en chantier à 2 reprises des éditions complètes des œuvres de Colette. Et bon, c'est toujours très difficile d'être l'ayant droit d'un grand écrivain. Ouais. Alors vous, qu'est-ce que vous retirez de cette longue traversée? Puisque en fin de compte, c'est un livre, vous avez dû mettre 2 ans à peu près pour l'écrire. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous retirez de cette traversée, dont votre connaissance tellement fine de cette période de la Seconde Guerre mondiale? Si je vous fais une réponse très courte, Annette, je dirais que Colette a ressemblé à ces millions de compatriotes entre 40 et 44, le talent littéraire en plus. Elle était très préoccupée des impératifs de la vie quotidienne. Oui, de la nourriture. La ça, nourriture, le chauffage, chauffage, le vêtement. Oui. Elle était préoccupée de la sécurité de ses proches et elle était préoccupée de gagner sa vie, mais le tout, je dirais, en se respectant, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que, par exemple, elle n'a jamais rien demandé à Vichy, elle ne s'est jamais rendue à Vichy, elle n'a rien sollicité. Elle n'a jamais écrit au maréchal Pétain. Non, du tout, elle n'a rien sollicité du gouvernement français. En dehors de ses demandes en faveur de la libération de Maurice Goudequette, eh bien, elle s'est tout à fait abstenue d'aller fréquenter l'été de l'ambassade ou les soirées de l'Institut culturel allemand. Elle sortait quand même de temps en temps. Oui. On la voit aller au restaurant, au Grand Véfour, ce qui n'est pas très loin de chez elle. Voilà, on la voit restaurant de quartier. Aller au restaurant, y compris de marché noir. Mais c'est vrai qu'elle sort peu parce que, bon, on sait très bien dans quel état sont les transports à Paris pendant l'occupation. Et quant à ses publications dans des journaux, je dirais les journaux de zone libre, elle ne les voyait pas, elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et La Gerbe, c'est un faux pas. Elle parle de la Bourgogne au milieu d'une page terrible qui vise à ce que la Bourgogne soit intégrée au Reich allemand. Et la publication de son article dans Combat, le journal de la milice, s'est faite à son insu. Et c'est une mésaventure qui est arrivée à d'autres écrivains de la période de tous bords. Voilà, donc on peut continuer à lire et à aimer Colette sans réserve. Oui, absolument. Voilà. Prochain livre sur quoi? Alors, vite, parce que là maintenant, ça se termine. Le 2e tome du journal de guerre de Paul Morand. De Paul Morand à partir de 1943. Merci Bénédicte Vergès-Chaignon. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Colette en guerre, 1939-1945, et c'est publié chez Flammarion. Merci, et puis peut-être pour le tome de Morand. Ah oui, avec plaisir, qui nous emmènera en Roumanie, en France et en Suisse. Merci.